4 février 1940. Un homme qui a autorisé 681 692 condamnations approuvées par l'État se réveille face à son destin. L'architecte de la Grande Terreur est assis dans une cave moscovite, comptant les heures qui le séparent de ses derniers instants. Nikolai Yezhov, le plus fidèle exécutant de Staline, est sur le point de devenir la dernière victime du système. Les mêmes salles d'interrogatoire qu'il avait contribué à concevoir, les mêmes aveux qu'il exigeait, la même autorité qu'il a exercée des milliers de fois. Mais ce matin, le pouvoir a complètement basculé. Comment un homme qui contrôlait autrefois un empire de la terreur peut-il chuter aussi brutalement? Comment le chef du NKVD, l'organisation de sécurité la plus puissante de l'histoire soviétique, peut-il passer des réunions du Politburo à l'isolement en moins d'1 an? Ce n'est pas une histoire de justice, c'est l'histoire d'un système qui se consume lui-même. Une machine bâtie sur la peur qui ne connaît ni loyauté, ni dévouement, ni sacrifice. Yezhov approuvait d'innombrables décisions le jour et assistait à des banquets d'État le soir. Il supervisait des interrogatoires brutaux. Il autorisait la fabrication de preuves. Il effaçait des personnes des archives publiques et de l'histoire elle-même. Et maintenant, en ces dernières 24 heures, l'histoire l'efface discrètement. Que s'est-il passé entre son dernier moment de pouvoir et cette cave? Qu'est-ce qui transforme le chasseur en proie dans l'Union soviétique de Staline? Pourtant, cette fin ne commence pas dans l'enfermement. Elle commence au sommet du pouvoir absolu. Nikolai Yezhov adhéra au Parti communiste en 1917, fervent partisan de la Révolution. Il gravit méthodiquement les échelons, devenant membre du comité central en 1934. Il supervisa des purges qui expulsèrent plus d'1 million de membres du parti avant même de diriger la police secrète. Le 26 septembre 1936, Staline le nomma à la tête du NKVD. Yezhov remplaça Genrikh Yagoda, un homme qu'il torturerait et exécuterait plus tard. En janvier 1937, Yezhov occupait le poste de commissaire général à la sécurité d'État, le plus haut grade, la position la plus proche de Staline lui-même. Ce qui suivit fut connu sous le nom d'Yezhovtchina, l'ère d'Yezhov, la phase la plus intense des grandes purges. Entre 1936 et 1938, son NKVD procéda à au moins 1,3 million d'arrestations. 690 792 personnes furent exécutées, fusillées dans des caves, dans les forêts, en pleine nuit. Yezhov n'a pas seulement signé des ordres, il a participé activement. Il a assisté à des interrogatoires. Il a vu des actes de torture. Il a personnellement fabriqué des preuves contre Yagoda et d'autres. Il a admis plus tard avoir intégré des victimes innocentes au système afin d'éliminer d'éventuels espions. Culpabilité par association, culpabilité par possibilité. Le 30 juillet 1937, il signa l'ordre de numéro 00447 du NKVD. Dudj. Celui-ci lança des opérations de masse contre les koulaks, les criminels et toute personne qualifiée d'éléments anti-soviétiques. Des quotas furent fixés et les régions rivalisèrent pour les atteindre. La terreur devint industrielle. En octobre 1937, Yezhov était candidat au Politburo. Confident de Staline, il connaissait tous les secrets. Le nain sanglant régnait sur un empire de terreur. Mais le pouvoir absolu à Moscou, sous Staline, n'était jamais permanent. Avril 1938, Staline prit une décision inhabituelle. Il nomma Yezhov commissaire du peuple aux transports marins fluviaux, tout en le maintenant à la tête du NKVD. Un double rôle, en apparence une promotion. Dans le système stalinien, c'était un avertissement. 2 mois plus tard, l'avertissement devint explicite. En juin 1938, Genrikh Lyushkov, officier du NKVD, fit défection au Japon. Il emportait avec lui des secrets, des détails opérationnels et les noms d'agents disséminés en Asie. Staline exigea des explications. Comment une telle chose avait-elle pu se produire sous le commandement d'Yezhov? Cette défection révéla la déloyauté au sein même de l'organisation qu'il avait bâtie. Le 22 août 1938, Lavrenti Beria arriva à Moscou.
Staline le nomma adjoint Diéjov au NKVD. Mais chacun comprit ce que cela signifiait. Le remplaçant était déjà en place. Diéjov connaissait la réputation de Beria. Il avait tenté de l'éliminer des années auparavant en Géorgie. Il avait échoué. À présent, Beria était là, observant, attendant, prenant progressivement le contrôle des départements et des opérations. La terreur déchaînée par Diéjov se retourna contre ses propres camarades. Ses proches commencèrent à disparaître. Son épouse, Evguenia Feigenberg, vit ses amis arrêtés un à un. Elle écrivit des lettres désespérées à Staline. Aucune réponse, aucune pitié. Le 19 novembre 1938, elle se suicida. 6 jours plus tard, le 25 novembre, Diéjov fut officiellement démis de ses fonctions à la tête du NKVD. Beria prit alors le commandement. Un rapport Staline-Molotov critiqua les méthodes du NKVD, dénonçant les arrestations excessives et les accusations fabriquées de toutes pièces. Les méthodes Diéjov. L'héritage Diéjov. Il s'effondra. L'alcoolisme le consuma. Il cessa de se présenter à son travail aux transports fluviaux. Le 29 janvier 1939, il assista à sa dernière réunion du Politburo. Silencieux, invisible, oublié. Le 3 mars, il fut démis de tous ses postes au comité central. L'homme qui avait fait disparaître des milliers de personnes était en train de disparaître lui-même. Son nom n'apparaissait plus dans les journaux. Ses photos étaient retirées des archives officielles. Puis vint le 10 avril 1939. À l'aube, des agents du NKVD arrivèrent à son appartement, le jour où le chasseur devint la proie. Prison de Soukhanovka, Moscou. Diéjov fut arrêté dans le plus grand secret. Aucune annonce publique, aucune date de procès. Les dirigeants soviétiques ne pouvaient se permettre de révéler les détails de la Grande Terreur. Trop d'affaires montées de toutes pièces, trop de victimes innocentes, trop de questions. Son interrogateur était Nikolai Afanasiev, un homme formé à la méthode même de Diéjov. L'ironie était parfaite et délibérée. Afanasiev utilisa toutes les techniques que Diéjov avait perfectionnées. Privation de sommeil, pression psychologique, menaces contre sa famille. Les protocoles d'aveu rédigés par Diéjov étaient désormais appliqués à lui. Les aveux fusèrent, des sabotages, de l'incompétence, du vol de biens de l'État, de la trahison envers les services de renseignement allemands, de la promiscuité sexuelle, y compris l'homosexualité, un crime dans l'Union soviétique de Staline. C'étaient précisément les accusations que Diéjov avait extorquées à d'autres. Les mêmes preuves fabriquées de toutes pièces. Les mêmes complots invraisemblables. Diéjov a reconnu avoir purgé 14 000 tchéquistes du NKVD durant son règne. Mais même alors, brisé et humilié, il restait fidèle à Staline. Il affirmait que tout ce qu'il avait fait l'avait été pour le parti, pour la révolution, pour la patrie. Puis vint l'ultime trahison. Interrogé, Diéjov impliqua des membres de sa famille et des connaissances dans des activités contre-révolutionnaires. Ces aveux déclenchèrent une purge massive, des centaines d'arrestations supplémentaires, des centaines de morts supplémentaires. La machine continuait de consumer. Les méthodes de torture qu'il avait mises au point étaient en train de le briser. Le système de fausses preuves qu'il avait bâti était désormais son propre accusateur. Pourtant, Diéjov ne pouvait ou ne voulait pas voir la vérité. Il avait créé un système sans loyauté, uniquement guidé par l'appétit. Un système qui avait besoin d'ennemis pour justifier son existence. Et lorsque ses véritables ennemis furent hackés, éliminés, le système se retourna contre ses propres créateurs. L'acte final serait rapide, secret et inévitable. 2 février 1940, Collège militaire de la Cour suprême, Moscou. Président Vassili Ulrich, le même juge qui avait condamné des milliers de personnes sur ordre Diéjov, préside l'audience. Le procès se déroule à huis clos. Aucune présence publique, aucune presse, aucun compte-rendu historique. Diéjov se tenait devant le tribunal, petit, épuisé, méconnaissable par rapport à l'image puissante qu'il projetait sur les photos du Politburo. Les chefs d'accusation furent melus. Complot, espionnage, trahison, activités antisoviétiques. Il a nié être un espion.
Il a nié être un conspirateur. Il a prétendu que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture, le même argument qu'il avait entendu et rejeté de la part d'innombrables victimes dans ses propres salles d'interrogatoire. Les juges écoutaient sans broncher. Le verdict était déjà tombé. Puis vint sa déclaration finale. Yedjov défendit son bilan à la tête du NKVD. Il insista sur la sincérité de ses services rendus à Staline. Il demanda une exécution discrète, loin de tout spectacle et de toute humiliation. Et il fit une dernière déclaration. Il mourrait en prononçant le nom de Staline, une profession de loyauté envers celui qui avait ordonné sa mort. Le verdict fut immédiat, mort par balle. La demande de grâce de Yezhov fut préparée en quelques heures. Il implora la clémence. Il demanda que sa famille soit prise en charge. Il sollicita des investigations complémentaires sur ses allégations d'aveux extorqués. Toutes ces demandes furent rejetées. Tous ses appels furent déboutés. Des témoins ont décrit la suite des événements. L'hystérie. Yedjov s'est effondré lorsque les gardes l'ont emmené hors de la salle d'audience. L'homme qui avait orchestré une mort à grande échelle était incapable d'affronter la sienne. 48 heures séparèrent le jugement de l'exécution. Du 2 au 4 février. 2 jours entre la sentence et l'oubli. 2 jours plus tard, la machine acheva son cycle. 4 février 1940. Sous-sol du commissariat du NKVD à Moscou. Le même lieu où des centaines de personnes avaient été exécutées sous les ordres d'Yedjov. Vassili Blokhin, le bourreau en chef de Staline, tira une balle dans la nuque. Des témoins confirmèrent la mort. Protocole terminé. Le corps de Yezhov fut incinéré sur le champ. Ses cendres furent déposées au cimetière Donskoï, sans pierre tombale, sans cérémonie, sans inscription. Pas de sépulture, pas de mémorial, aucune reconnaissance. L'exécution resta secrète pendant 48 ans. Les rumeurs persistèrent. Certains affirmaient qu'il était mort en 1939, d'autres en 1941. La vérité n'éclata qu'en 1988, lorsque les autorités soviétiques révélèrent enfin la date, le 4 février 1940. Nikolai Yedjov, l'homme qui a fait disparaître 690 moulins et 592 personnes, a lui-même disparu. Il est devenu victime du système même qu'il avait contribué à perfectionner. La machine de terreur n'exigeait aucune loyauté, seulement son fonctionnement. Lorsque ce fonctionnement a cessé, l'homme a disparu avec elle. L'histoire se souvient de lui non pas comme d'un véritable croyant, mais comme de la preuve que, dans le monde de Staline, même le bourreau finit par se retrouver face au mur.